Et bienvenue pour ce 8e webinaire de la saison 2023 des Rencarts de Fuse. Et donc, avec aujourd'hui un focus plus spécifique sur le théâtre, mais sur la partie entre, on va dire, à la sortie du cycle initial, des cycles initiaux, on verra, et avant l'enseignement supérieur, puisqu'effectivement, c'est ce qu'on va comprendre par rapport à la différence avec les musiciens et les danseurs. L'entrée dans l'enseignement supérieur intervient beaucoup plus souvent, plus tardivement, que pour nos musiciens et nos danseurs. Donc, je vous propose de passer la parole assez rapidement à Anne-Frédérique Bourget et ensuite à Philippe Cyr, donc tous les deux qui seront là aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions. Et en attendant, je vais vous expliquer juste vous pouvez poser librement vos questions dans le fil Q et R. Vous n'attendez pas le dernier, qu'on vous dise, on donne l'autorisation en fait de poser vos questions. Vous pouvez les poser au fur et à mesure où elles vous viennent. Vous les posez dans le fil Q et R. Tout le monde les voit. On peut y répondre par écrit et ensuite on posera de toute façon, on lira vos questions, notamment toutes les questions d'ordre général. On les lira pour que Anne-Frédérique et Philippe puissent y répondre. Donc, je vous passe la parole sans transition, plus de transition à Anne-Frédérique pour qu'elle vous présente un petit peu, notamment ce qu'est l'association des professeurs d'art dramatique. Merci Muriel. Donc pour nous, c'est la deuxième fois qu'on travaille ensemble sur ce webinaire FUSE et l'ANPAD. Donc je suis vice-présidente de l'ANPAD, c'est l'Association nationale des professeurs d'art dramatique. Et donc à ce titre, je suis ravie d'accueillir aussi Philippe Cyr, qui est aussi un membre de cet asso, qui est un rassemblement à l'échelle nationale des artistes pédagogues qui interviennent notamment dans les conservatoires. Donc par ailleurs, je suis metteur en scène de la compagnie Masque en Tête et je suis aussi adjointe à la direction pour le théâtre au CRR de Paris, c'est-à-dire que j'enseigne pour les élèves qui sont dans les cursus de théâtre et aussi du coup que je participe à la direction du CRR en ce qui concerne le théâtre. Et donc merci FUSE de nous donner cette occasion d'éclaircir un petit peu le paysage en ce qui concerne du coup la poursuite d'études après les cycles initiaux. Et, la poursuite d'études et surtout, je pense aussi la marque après professionnalisation. Ce qui est important, c'est que à cycle SP ou en CPES, on accompagne le devenir des élèves qui se disent finalement, non seulement je suis très en joie sur un plateau, mais je veux en faire mon métier. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire en faire son métier? Quel est le parcours? Il y a plein de parcours possibles pour compter dans le théâtre contemporain. Mais en tout cas, à l'endroit des conservatoires, de l'argent public est investi, des compétences sont mobilisées, des partenariats sont mis en œuvre pour que chacune et chacun puisse vivre un parcours qui lui donne les armes pour affermir sa carrière dans le spectacle vivant du XXIe siècle. Merci. Du coup, je vais laisser la parole à Philippe pour qu'il puisse justement un peu expliquer l'enchaînement d'un parcours de conservatoire pour qu'on arrive à bien comprendre. Parce que ce qui est vrai, c'est que c'est un peu perturbant, on va dire, pour notamment quand on est du monde de la musique dans les conservatoires ou de la danse, les cycles initiaux, ils sont souvent avant le bac. Ce qui n'est pas toujours le cas en théâtre. Et donc, Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer et du coup comment ça s'articule avec les niveaux d'après, en fait, les cycles qui suivent? Alors, donc bonjour à tous et toutes. Donc Philippe Cyr, je suis comédien et puis je suis donc conseiller aux études théâtrales au Conservatoire à rayonnement régional de Lyon. Et ce que je voulais dire en propos liminaire, c'est que si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que je suis originaire d'une petite ville moyenne, en Vendée, La Roche-sur-Yon, dans laquelle il y avait un conservatoire. Et lorsque j'ai eu 14-15 ans, j'ai senti naître cette envie de faire du théâtre, de monter sur les planches, de m'exprimer. Et il y avait un conservatoire qui m'a accueilli. Et ensuite, j'ai eu l'occasion
d'aller à l'établissement régional, qui était le Conservatoire de Nantes, puis ensuite dans une école supérieure. Mais je dois dire que s'il n'y avait pas eu de conservatoire dans ma ville de La Roche-sur-Yon, je ne sais pas si je serais devant vous aujourd'hui, peut-être par d'autres biais. Voilà, donc je voulais témoigner à quel point c'est important que le territoire de la France regorge d'établissements, de conservatoires qui proposent plein d'approches diverses, différentes, qui peuvent répondre plus ou moins aux attentes des uns et des autres, mais que c'est vraiment des endroits dont il faut pousser la porte parce que vous y trouverez sûrement des réponses ou des interlocuteurs qui pourront vous accompagner dans vos envies, dans vos projets. Alors, la seule chose, c'est qu'effectivement, c'est très différent de la musique et de la danse, ne serait-ce que par le nombre. Je ne sais pas combien il y a de conservatoires en France qui font musique, mais c'est la quasi-totalité des conservatoires. Combien font musique et danse, c'est déjà beaucoup moins. Et combien font musique et théâtre ou musique, danse et théâtre, c'est encore moins. Mais cela dit, quand même, à l'échelle du territoire, on arrive toujours à trouver quelque part un conservatoire où il y a du théâtre. Comme pour la musique, on peut se repérer par rapport aux sigles qui existent encore. Il y a des CRR, Conservatoires à rayonnement régional. Alors ça, c'est conservatoire à rayonnement régional. Eh ben, en général, c'est dans toutes les villes universitaires, c'est dans toutes les villes dites moyennes plus ou grandes, ou les métropoles. En général, là, il n'y a pas de problème, il y a du théâtre. Et puis ensuite, il y a les conservatoires à rayonnement départementaux. Alors, conservatoire à rayonnement départemental, je ne sais pas s'il faut s'il faut accorder au futur, en tout cas au pluriel. Ces conservatoires-là, donc c'est plutôt dans les villes où il y a des lycées, enfin c'est dans ce qu'on appelait autrefois les chefs-lieux dans chaque département. Et là aussi, on trouve assez régulièrement du théâtre. Et puis après, il y a tout ce qui est les CRC ou CRI, conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal. Et là, c'est beaucoup plus varié. Là, il y a beaucoup d'établissements. Il y en a qui ont beaucoup de théâtre, d'autres pas du tout. Et puis aussi, ce qui distingue ces établissements, c'est qu'en général, puisque tu y as fait allusion tout à l'heure, Muriel, les âges ne sont pas les mêmes. En général, quand on commence, quand on est enfant et qu'on veut aller vers un conservatoire, c'est plutôt dans les CRC, CRI qu'on va trouver quelque chose. Et à partir des CRD, CRR, globalement, la formation, ce qu'on appelle aujourd'hui notre schéma d'orientation pédagogique dit l'enseignement du théâtre, on considère qu'il commence à 15 ans. Et auparavant, c'est des cycles de découverte, d'initiation. C'est un peu flou, c'est très variable d'un endroit à l'autre, mais en tout cas, à partir l'enseignement en 3 cycles, comme pour la musique et la danse, commence à partir de 15 ans. Et là, c'est vraiment très, très présent sur le territoire. Voilà. Depuis, il faut dire que ces conservatoires, ils ont une longue histoire. Ils ont été pendant très, très longtemps, c'était rattaché à des personnes. Donc, c'était des classes de théâtre, c'est-à-dire qu'il y avait dans chaque conservatoire un monsieur théâtre ou une madame théâtre, et on disait la classe de madame Untel, la classe de monsieur Untel, et l'enseignement était centré autour de cette personne qui était souvent un ou une artiste plus ou moins en activité et qui faisait un travail de qualité d'ailleurs, hein, mais qui était centré autour de sa pratique. Et puis, depuis une vingtaine d'années, le mot classe a vraiment été abandonné. On peut encore le dire, hein, mais on cherche à aller vers des équipes pédagogiques, vers un travail beaucoup plus ouvert, un travail en lien avec les territoires où sont ces conservatoires, c'est-à-dire les compagnies de théâtre, les scènes nationales, les centres dramatiques, quand il y en a, quelque chose de très ouvert. Anne-Frédérique l'a dit, les personnes qui enseignent sont toutes on dit artistes pédagogues ou artistes enseignants. C'est aussi une des particularités dans un conservatoire, c'est que vous êtes à la fois avec des gens qui ont des qualités, normalement ils ont même des diplômes d'enseignement, donc des qualités pédagogiques, et puis en même temps une vraie expérience, un vrai regard artistique. Ça, c'est très singulier du conservatoire parce que la plupart des jeunes gens découvrent le théâtre au collège puis au lycée. Et là, ils ont plus l'habitude du binôme où on a le professeur référent et l'artiste invité qui vient faire son cours. Au conservatoire, c'est vraiment la personne qui fait les deux, ou les personnes, puisque j'ai parlé d'équipe pédagogique. Dans certains établissements, on rencontre d'autres professeurs. On ne passe pas 5-6 ans dans un conservatoire avec le même professeur, mais c'est encore la réalité dans un certain nombre d'établissements, notamment dans les structures plus petites.
voilà, j'ai peut-être déjà trop parlé parce que je sens que c'est un peu long et que ça manque un peu de précision. Je voulais juste dire, voilà, on a vraiment maintenant des départements de théâtre. La dernière chose que je voulais dire, on l'avait mis, mais c'est important, hein, ce fameux mot art dramatique qui peut rebuter. Conservatoire d'art dramatique, ça peut paraître d'une autre époque, d'un autre temps. Et ça peut même créer de la confusion par rapport aux écoles de théâtre, aux cours de théâtre, aux cours privés, à l'acting, à tout ce qu'on entend. Et nous, c'est vrai que c'est encore ce mot. Alors, l'art dramatique, c'est tout simplement l'art de jouer. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on voit des acteurs, ben, ils pratiquent cet art, l'art dramatique. Sauf que depuis longtemps, on présuppose que pour bien jouer, pour bien pratiquer le théâtre, pas que le théâtre d'ailleurs, mais pour bien jouer, il vaut mieux bien connaître l'art que l'on pratique. Et l'art que l'on pratique, en général, c'est le théâtre. Donc, c'est pour ça que on a plutôt essayé d'aller vers cette notion de théâtre. En plus, à côté de la musique et de la danse, ben, c'est peut-être plus général de dire le théâtre que de dire l'art dramatique. Voilà. J'en ai fini. Peut-être une petite précision. Du coup, comment dans ce paysage du conservatoire, tu recales éventuellement les gens qui vont faire des spécialisations théâtre à l'école ou justement la filière S2TMD, la toute nouvelle filière, hein, puisque c'est la nouveauté, hein, le théâtre dans le cadre de cette filière technologique. Justement, où est-ce que tu les places un peu dans ce dispositif? Et puis en plus, ils sont, en tout cas pour S2TMD, c'est en partenariat avec un conservatoire. Alors, comme pour la musique et la danse, mais ça vient plus tard, effectivement, il y a deux aspects dans un conservatoire. Il y a ce qu'on appelle le hors temps scolaire. Donc ça, c'est les cycles 1, cycle 2, cycle 3, et puis les cycles dont on va parler après, cycles spécialisés, et maintenant les cycles préparatoires à l'enseignement supérieur. Et puis, il y a quand même effectivement des dispositifs en temps scolaire. Donc, on commence à voir apparaître des classes à horaires aménagés théâtre, ce qui permet au niveau du collège, hein, de rencontrer un professeur du conservatoire. Là, dans les classes à horaires aménagés, on a encore le binôme du professeur du collège qui travaille avec le professeur du conservatoire ou un artiste qui est mandaté par le conservatoire. Et puis, effectivement, maintenant, il y a un bac de spécialité, le S2TMD. Il y en a un par académie, mais il n'y en a pas du tout partout en ce qui concerne le théâtre, hein. Je ne sais même pas, je crois que c'est très nouveau. Ça, les premiers On est à 3 pour l'instant, au oui, moins 3 lycées. Les premiers bacheliers vont passer leur bac cette année, là, hein, donc on n'a pas encore assez de recul. Mais il y a, je pense, un certain nombre d'établissements qui seraient volontaires, mais il y a des problèmes de mise en place. C'est un peu lourd, hein, parce que c'est beaucoup d'heures de cours. Pour un conservatoire qui accueille un bac, ça veut dire qu'il a ses élèves en première, ses élèves en terminale, ses élèves en seconde, qu'il doit avoir des locaux, qu'il doit avoir des professeurs. Donc, ça bouscule pas mal les choses. C'est pour ça que c'est un peu long à se mettre en place. Et pour compléter, Muriel, je me permets, si on se place du point de vue de l'élève pour le bac S2TMD, c'est aussi une filière très ouverte. C'est-à-dire, si tu es dans ce bac-là, c'est pas forcément que tu as un projet d'interprétation. Pour avoir rencontré les élèves du lycée Lamartine à Paris, donc, qui seront la première mouture du bac S2TMD, leurs projets sont assez ouverts. Et on avait vu aussi qu'en S2TMD danse, par exemple, il y en avait assez peu qui ensuite ont passé les écoles sup. Donc c'est vraiment, c'est l'idée de la formation au lycée, qu'elle soit l'option ou le S2TMD, c'est l'idée d'avoir une culture très solide par l'école du spectateur, par la pratique de plateau, mais t'es pas encore en train de te dire que tu vas en faire ton métier. C'est aussi le cadeau du théâtre par rapport peut-être à la musique et à la danse, c'est que ça peut arriver assez tard, en fait, cette question de la pré-professionnalisation. Nous, on assume un enseignement de qualité, ambitieux, généreux, jusqu'à longtemps avant que la question se dise « Ah ben tiens, je vais en faire mon métier ». Et du coup, les axes qui sont les axes de pédagogie collective, c'est une signature aussi du théâtre de se dire le parcours est toujours collectif, ce qui n'empêche pas d'avoir des exigences très précises sur le plan individuel et à la fois, comme tu disais Philippe, sur la question de l'art dramatique, mais aussi du coup, il y a des cours de danse, des cours de chant, des cours de spécialités associées comme le clown, la marionnette, l'écriture, jouer devant la caméra ou jouer pour la radio. Ces choses-là, toutes ces disciplines associées, on les avance pendant longtemps, ainsi que la dramaturgie et la culture théâtrale. Et ça, c'est des choses auxquelles on touche aussi
au lycée quand on est en S2 TMD ou en option sur d'autres angles, et qu'ensuite on rassemble. Moi, je dirais en fait que le cycle SP et la CPS, c'est une façon à un moment donné de rassembler toutes ces pistes et d'ensuite aller poursuivre une route plus claire, peut-être plus définie. On va justement peut-être aborder cette fameuse route. Et puis là, je vous laisse vous débrouiller entre vous, savoir qui va nous présenter un petit peu. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a deux cursus, on va dire deux cycles différents, dont on ne sait pas parfois ce qu'ils recouvrent. Est-ce que justement, il y en a un qui a remplacé l'autre, le CPES, donc le cycle préparant à l'enseignement supérieur, ou le cycle spécialisé. Pour les élèves, c'est compliqué de s'y retrouver, de comprendre en fait la différence entre ces deux cursus. Et du coup, quels sont les attendus de ces cursus et quels sont les points forts. Et après, on posera la question aussi de comment on y rentre, dans l'un ou dans l'autre, et à quel moment on y rentre. Tu as bien dit, effectivement, Anne-Frédérique, tu as bien dit qu'en fait, pendant longtemps, on chemine encore sans un projet prédéfini. À quel moment, quand on est un jeune, on va commencer à s'interroger sur et si j'avais envie d'en faire quelque chose. Et du coup, à ce moment-là, où est-ce qu'on va? Donc, je vous laisse l'un ou l'autre, parler un petit peu de ces cycles spécialisés et des CPES. Mais alors, vous pouvez entremêler les deux, peut-être par différence ou simplement pour dire que c'est à peu près la même chose, mais les attendus sont différents. Je vous laisse. Déjà, sur cette question-là, il y a une vraie différence sur le territoire. C'est-à-dire que, à part à Paris, ou au CRR de Paris, donc dans lequel je travaille, où le cycle SP et la CPS sont deux cursus complètement différents. Dans tous les autres conservatoires de France, je parle sous ton contrôle, Philippe, c'est plutôt des parcours mêlés. Et parce que dans les deux cas, pour répondre à ta question, à quel moment, c'est que dans les deux cas, la formation devient un temps complet, donc un engagement de l'élève, et donc si tu es prêt ou prête à faire que ça pendant 2 ans de tes semaines, on peut commencer à sentir que la détermination est importante. Donc je veux dire, j'ai expliqué un petit peu ce qui se passe au CRR, et ensuite Philippe, je te laisserai expliquer ce qui se passe à Lyon et qui est plutôt ce qui se passe aussi dans le reste de la France, si ça te va. Oui, tout à fait. Donc, au CRR de Paris, pour l'instant, mais je dis pour l'instant parce que le schéma national d'orientation pédagogique qui régit l'enseignement du théâtre, de la musique et de la danse dans toute la France est en train d'être réécrit au ministère. Donc, c'est très possible que les choses qu'on explique aujourd'hui bougent un petit peu à la rentrée prochaine ou dans les années qui viennent. Mais dans les grandes lignes, ça sera toujours les mêmes enjeux. Donc, la CPS, c'est les cycles préparatoires à l'enseignement supérieur, où on a le statut d'étudiant. Ça, c'est une très grande avancée. D'ailleurs, on peut remercier nos assos et nos assos conjointes FUSE et l'ANPAD. Et c'est une très grande avancée du coup pour les élèves de théâtre. C'est-à-dire qu'elle bénéficie du statut d'étudiant, donc des bourses du Crous, des accès au Crous, au restaurant du Crous et à tous les services sociaux et d'aide au bien-être que peut porter la vie étudiante. Et donc, dans cette CPES, on a pendant 2 ans, grâce à une pédagogie du conservatoire sous forme hebdomadaire, mais aussi beaucoup à des partenariats. Les élèves ont plus de 1000 heures sur 2 ans d'enseignement dans toutes les spécialités qui permettent de maîtriser l'art de jouer. Et notamment, nous, au CRR, nos enjeux, c'est de se dire, on va travailler sur 3 axes. Le premier, donner à chacune et à chacun des outils de l'excellence de sa maîtrise du plateau, de tout ce qui fait un interprète créatif et créative. Le deuxième, c'est de se donner des occasions de participer à des gestes artistiques partagés, transdisciplinaires, grâce à tous les départements. On travaille avec le jazz, on travaille avec les musiques anciennes, on travaille avec la danse, et on travaille aussi du coup dans les musées, dans les librairies, dans les théâtres ou dans les écoles. C'est l'idée de faire des scènes partagées un petit peu tout terrain, avec cette idée que dans leur cursus, les élèves aient la joie et aussi
l'excitation qui peut être non dénuée d'inquiétude, de jouer dans différents formats, devant différents publics. C'est hyper important que le fait d'être en prépa n'isole pas de la pratique de plateau et du rapport au public. Et le troisième axe, c'est d'aider chacune et chacun, puisque les élèves ont entre 18 et 24 ans, à construire un regard sur le monde, à affirmer un geste artistique assez clair et une façon de dire quelque chose au monde. Et là, du coup, on noue des partenariats avec les universités, grâce aussi à des partenariats avec les écoles sup. On fait venir des artistes ou des scientifiques, des sociologues, c'est-à-dire qui nous permettent de penser le monde et ensuite de voir comment l'art le transforme sur le plateau. Donc, un parcours individuel exigeant, d'excellence, un parcours collectif qui permet de jouer dans différents formats et une façon de nourrir le citoyen, la citoyenne qui est en train de se construire pendant 2 ans, donc avec des cours concrètement, des cours d'interprétation, des cours de chant, des cours de danse, des cours de clown, des cours d'écriture et puis très régulièrement des intervenants et des intervenantes qui sont les artistes associés dans les lieux dont on est partenaire. Par exemple, l'Odéon, le 104, la scène nationale de Malakoff, des choses comme ça, des théâtres, comme tu disais Philippe. En fait, on travaille avec les scènes nationales, les CDN, avec tout le tissu créatif du territoire. Donc ça, c'est la CPES. Et le cycle SPE à Paris s'adresse à des élèves qui ont un peu plus avancé leur geste artistique et qui donc se disent qu'ils visent pas les écoles supérieures. En CPES, c'est l'idée qu'ils vont passer les concours des 12 écoles nationales. Avec cette idée justement de partir encore pour 3 ans d'études avant d'être dans le métier. Alors que le cycle SPE au CRR de Paris, j'avoue que c'est une spécificité, s'adresse plutôt à des gens qui se disent non mais moi j'ai pas envie de partir encore pour 5 ans d'études, j'ai plutôt quelque chose à affermir pendant 2 ans. Et ensuite, je suis prêt ou prête. J'ai déjà une compagnie, j'appartiens à un collectif, j'ai déjà des propositions de stage dans des lieux. Donc, j'ai juste besoin de continuer à nourrir mes outils, soit de l'interprétation, soit des enjeux de production et de diffusion, ou de travailler aussi dans des disciplines plus spécifiques, de la marionnette, etc. Donc, le cycle SPE à Paris, il est aussi au CRR, mais il est porté par 2 conservatoires, le CMA 13 et le CMA 14, et il y a une équipe aussi d'enseignants, d'artistes pédagogues, mais qui travaillent plus à travailler pour que chacune et chacun, par exemple, il y a des stages, les élèves ont le droit plus de participer à des compagnies qui sont déjà créées. Il y a des partenariats avec des artistes, notamment du Théâtre 13 ou du Montfort, où les élèves jouent, travaillent participent à la saison de ce qui se passe dans ces théâtres associés. Donc c'est un endroit qu'on pourrait qualifier de plus pré-professionnalisant. C'est un endroit où on n'est pas parti pour 5 ans d'études, on est parti plutôt pour 2 ans et en mode tremplin. C'est ça la différence qui se passe au CRR de Paris pour l'instant. Ça peut bouger selon les textes ministériels. Je passe la main à Philippe. En ce qui concerne les autres conservatoires, il faut dire qu'en fait, il y a eu un petit concours de circonstances. Tout ça, ça n'était pas prévu au départ. Au départ, ce qui existe depuis une vingtaine d'années, c'est le DET, Diplôme d'études théâtrales, qui est justement préparé à Paris dans le cycle spécialisé, mais pas dans le cycle préparatoire aux écoles. Mais sinon, ce diplôme qui a 20 ans, vous avez l'équivalent en musique, DEM, DEC, ce diplôme, il était pré-professionnalisant et donc il y a beaucoup d'établissements, donc celui de Lyon dans lequel je travaille, mais il y en a vraiment une quarantaine ou une cinquantaine, je ne pourrais pas vous dire exactement sur tout le territoire, qui préparent à ce diplôme d'études théâtrales. Normalement, pour délivrer un diplôme d'études théâtrales, un conservatoire se doit d'assurer à minima, et quand on dit à minima, ça veut dire que c'est juste un seuil, 16 heures de cours par semaine, mais il y a des établissements qui se tiennent à ce seuil et il y a des établissements qui vont bien au-delà, jusqu'à 30, 40 heures de cours par semaine. Donc là, il faut se renseigner en fait. Là-dessus, c'est très disparate. Mais en tout cas, voilà, à partir de 16 heures minimum de cours toutes les semaines, c'est déjà beaucoup. Cours réguliers,
avec des professeurs récurrents qui viennent. Il y a effectivement le théâtre, l'interprétation, mais il y a le chant, la danse, la culture, le clown, enfin toutes sortes de choses. Et puis des stages qui peuvent être autour d'activités spécifiques ou qui peuvent se faire en partenariat avec des lieux partenaires, des compagnies, des théâtres, etc. Ces stages, ça dure 2 ans. Et la spécificité de cet enseignement, c'était de se dire, ben, les élèves qui préparent un DET et qui ont envie de poursuivre, ils vont se retrouver face à 2 chemins. Soit ils tentent les concours d'entrée et ils les réussissent dans l'enseignement supérieur, et ce n'est plus notre problème, ils ont leur DET et maintenant ils continuent ailleurs. Soit ils obtiennent leur DET, mais ils ne vont pas dans une école supérieure et ils ont quand même un minimum de bagages, de réflexion, de connaissances. Ils ont fait un projet personnel de création, donc ils sont en marche vers la professionnalisation avec absolument tous les risques que ça comporte, toute la part d'inconnu, mais ils sont en marche vers ça. Donc, c'était un petit peu ça l'idée de ce DET. Et puis, sont arrivés, depuis 7-8 ans maintenant, les classes préparatoires. Attention, je ne vous parle pas encore des conservatoires, je parle d'un autre dispositif que les écoles supérieures ont mis en place, qui était avec un projet politique derrière, qui était de donner l'égalité des chances à tous les citoyens, de pouvoir permettre à une plus grande diversité de population de prétendre à devenir comédienne et comédien en allant dans des écoles supérieures. Et donc, il y a eu des dispositifs qui se sont mis en place. Donc, aujourd'hui, ça continue à fonctionner. Ce sont des dispositifs que je recommande si on a les critères pour y entrer, parce que ce sont des lieux extrêmement bien dotés qui prennent en charge tous les frais. Alors, c'est gratuit. Les élèves qui veulent passer des concours voient leurs frais d'inscription dans les écoles supérieures pris en charge, les frais de déplacement, etc. Il y a un encadrement très solide. Voilà, donc ça s'est mis en place. Et puis, en parallèle, du coup, les conservatoires ont dit « Ok, mais nous, on fait ça aussi. On prépare nos élèves, on leur donne un DET, bien sûr, mais on prépare nos élèves à entrer dans l'enseignement supérieur. » Et donc, on est arrivé à la création de ce fameux CPES, donc qui est je ne sais pas si on peut dire cycle préparatoire à l'enseignement supérieur, mais en tout cas, c'est un label, c'est un agrément en fait. Les conservatoires obtiennent l'agrément, sont agréés pour être préparatoires aux écoles supérieures, mais effectivement, à la base, ce sont des lieux qui délivraient un DET. Donc, dans la plupart des endroits, sauf, Anne-Frédéric l'a bien souligné, sauf à Paris, où la situation a été autre, ce qu'on peut comprendre aussi parce que c'est un très grand territoire. En tout cas, partout ailleurs, on a continué lorsqu'on a obtenu, donc c'est le cas du Conservatoire de Lyon où je travaille, on a obtenu en 2019 l'agrément pour devenir CPES, mais on a continué à préparer le DET. Et pour moi, la formation est très peu différente. C'est quasiment le même contenu qu'avant, si ce n'est qu'on met un accent particulier, parce que c'est un peu un engagement qu'on prend, d'accompagner le mieux possible nos élèves pour qu'ils préparent les concours dans de bonnes conditions et qu'ils aient les chances de les avoir. Donc, on est à un moment donné où on ne sait pas encore, enfin moi je sais, au niveau de mon établissement, les résultats sont plutôt là. On est plutôt content du nombre d'élèves qui arrivent chaque année à rentrer dans un établissement supérieur, mais on n'a pas attendu d'être agréé pour le faire. Nous le faisions avant. Donc, attention, ça n'est pas, ce mot, il est curieux. L'intérêt que j'y vois, et pour vous et pour nous, c'est qu'il permet d'avoir le statut d'étudiant. Ça, pour moi, c'est fondamental. Et qu'effectivement, si on a envie de devenir comédienne, comédien, et pas que, hein, Anne-Frédéric le souligne, hein, on peut tout d'un coup, dans ces cursus-là, ou même avant, pencher plus pour l'écriture, pencher plus pour la mise en scène. Enfin, on peut se découvrir d'autres rapports à cet art du spectacle vivant. Mais en tout cas, voilà, si on a envie, le meilleur moyen, c'est quand même de préparer un concours dans une école supérieure. Après, si on n'en a pas, on a reçu quand même un enseignement, un bagage qui permet, c'est un autre chemin, mais au jour d'aujourd'hui, lorsque l'on va à la sortie d'un spectacle, d'un théâtre, par exemple, si l'on interroge la distribution, on va voir que chaque actrice, chaque acteur va nous raconter une histoire singulière. Tout le monde ne sort pas du Conservatoire national supérieur, tout le monde ne sort pas d'une école supérieure. Certains ont démarré
ont eu envie de faire du théâtre à 30 ans, d'autres ont commencé très jeunes, d'autres ont fait des conservatoires, d'autres ont fait des cours privés. Donc, c'est contrairement à la musique, où la filière est quand même beaucoup plus contrainte, dans le théâtre, il y a beaucoup plus de liberté. Voilà, donc nous, en tout cas, dans les conservatoires, donc du coup, effectivement, puisque sont arrivés ces cycles préparatoires aux écoles supérieures, ben, on n'a pas dit non, ça permet d'avoir ce statut d'étudiant, mais la manière de travailler est un petit peu voisine avec ce qu'on fait dans les cycles qui préparent le diplôme d'études théâtrales. Violaine, tu nous donnes quelques questions peut-être? Oui, une première question peut-être, bonsoir, sur l'âge minimum et maximum pour les CPES et cycles SP. Alors, je peux répondre et puis tu compléteras, Anne-Frédérique. L'âge minimum, c'est plutôt 17 ans parce que je pense que, sauf exception, mais à ma connaissance, ce serait difficile qu'il y ait une exception, on ne peut pas le faire en parallèle au lycée. Je l'ai dit, c'est minimum 16 heures, mais dans beaucoup d'endroits, c'est bien au-delà de 16 heures, d'autant que ça demande un énorme travail personnel. Il faut préparer ce qu'on fait, il faut apprendre des textes, il faut se voir avec ses camarades, mais il faut lire, il faut sortir, il faut aller au cinéma, il faut aller au théâtre, il faut discuter, il faut échanger. Donc, ça prend un temps complet, d'autant qu'après, on peut avoir quand même besoin de gagner sa vie, donc de faire un petit boulot, ce que font beaucoup d'étudiants. Donc, c'est pour ça que vraiment, ça peut pas du tout être en même temps que le bac. Donc, 17 ans. Et puis après, selon les établissements, ça peut changer, mais en général, c'est autour de 24-25 ans. Les écoles supérieures de théâtre, aujourd'hui, certaines, comme l'ENSAT à Lyon, n'ont plus de limite d'âge. Donc, on peut passer à 40 ans si on veut le concours de l'ENSAT. Mais par exemple, je crois que le CNSAD à Paris, c'est 26 ans. Voilà, donc c'est pour ça que nous, on prend plutôt jusqu'à 24-25 ans. Ça veut dire que des gens pourront quand même, s'ils le souhaitent, ensuite préparer des concours. Merci. Je rebondis sur cette réponse. Est-ce que le bac est obligatoire? Non. Non, le bac n'est pas. Il n'y a aucun diplôme qui soit obligatoire. Ce qui est recommandé, c'est d'avoir un an de pratique artistique soutenue. C'est-à-dire que de pas juste avoir fait un stage une semaine, de bien savoir en fait ce dont parle Philippe, c'est-à-dire que c'est un engagement. Donc il faut pas juste avoir bien aimé jouer une fois, c'est se dire en fait je vais faire ça tous les jours et sous différents formats. En fait, l'idée, c'est que les élèves des départements théâtre sont là toute la journée au conservatoire. Quelquefois, ils et elles sont en cours collectif. Quelquefois, ils et elles sont à deux en train d'apprendre une scène. Quelquefois, ils ou elles sont tout seuls en train d'écrire un dossier. Ou alors ensuite, on les retrouve en équipe de 8 parce qu'on leur a demandé de créer un projet. C'est très important, l'école du spectateur, la spectatrice. Donc, on va avoir beaucoup de spectacles. Donc, c'est vraiment l'idée de, pendant 2 ans, ne faire que tourner autour du plateau et être sur le plateau, quoi, que tout ait rapport à ça. Donc, ça demande, c'est donc pour ça aussi que c'est exclusif. Et donc, il n'y a pas de diplôme avant ou après. La CPS ne délivre pas de diplôme. Mais l'idée, c'est de faire ça à temps plein. Tu voulais rajouter quelque chose sur les âges ou pas? Il y a des différences Non, je suis d'accord avec Philippe, c'est pareil aussi au CRR de Paris. À la CPES, c'est 24 ans. Au cycle SP, c'est plutôt 26, justement avec l'idée que ça puisse être un profil qui reste moins longtemps et qui soit prêt à aller plus vite dans le métier. Parce que effectivement, les écoles sup Rennes, c'est pareil, c'est 30 ans maintenant la limite d'âge. Donc peut-être que ça peut bouger, mais en tout cas l'idée c'est que consacrer 2 ans, il faut être capable de consacrer 2 ans à plein temps. Une question sur le. Oh, pardon. Oui, juste par rapport à cette question de limite d'âge, il y a certains conservatoires, donc là aussi il faut se renseigner, hein. Par exemple, moi sur mon territoire, juste à côté de chez moi, à côté de Lyon, nous avons Villeurbanne. À Villeurbanne, il y a ce qu'on appelle un COP, donc on va dire que les cycles spécialisés, on les appelle aussi des cycles d'orientation professionnelle. Donc il y en a un à Villeurbanne, ils sont pas agréés pour le fameux préparatoire aux écoles supérieures, mais ils préparent le DET, et là, il n'y a pas de limite d'âge, par exemple. Et donc, il y a d'autres établissements comme ça. Donc, il faut quand même se renseigner. Oui, Philippe, tu as raison. C'est vrai aussi à Paris, dans le conservatoire du Grand Sud.
de Kremlin-Bicêtre, pardon, mais c'est pas en CPES pour avoir le statut d'étudiant, c'est 26 ans, peut-être, d'ailleurs, c'est des trucs du Crous, je sais pas, mais par avoir un parcours de conservatoire, il n'y a pas de limite d'âge, c'est sûr ça. Effectivement, et même un parcours pré-professionnalisant. Donc, c'est hyper important, Philippe, tu as raison. Nous, on vous donne des caractéristiques générales, mais c'est hyper important d'aller sur le site internet du conservatoire de votre territoire. Et même, on est tous assez friands et friandes de ça, de demander de venir voir. Il y a des portes ouvertes régulièrement. Il y a sur Facebook ou sur les sites où on communique quand on a des travaux d'élèves. Moi, je vous invite à venir voir ce qui se passe dans les conservatoires, parce qu'en plus, comme ça, vous parlez aux élèves qui descendent du plateau. Vous pouvez aussi demander à venir voir. Nous, là, on vient encore d'accueillir des élèves en cours au CRR, c'est-à-dire qu'ils disent je voudrais passer le concours, donc je voudrais venir voir un cours. Et bien sûr, les portes sont ouvertes avec grand plaisir pour venir voir les profs et les élèves travailler. Donc, n'hésitez pas à frapper à la porte du conservatoire, soit en tant que spectateur, spectatrice, soit en tant que futur élève. Au niveau du recrutement, est-ce que justement vous les recrutez sur audition pour les 2 formations, CS et CPES? Oui, en fait, il y a des concours d'entrée qui sont… en fait, on cherche les mêmes choses, hein, mais chaque établissement peut créer la forme qui lui convient pour son concours. Mais par exemple, au CRR de Paris, donc pour le cycle SP, les inscriptions là vont commencer au mois de mars. Il faut guetter sur le site internet. Et le premier tour au cycle SP, on va demander aux élèves d'envoyer 2 vidéos. Une première où ils expliquent, ils se présentent sous forme théâtrale, et une deuxième où est filmée une scène qui est un dialogue. Donc ça, c'est le premier tour du cycle SP. Et le deuxième tour, et ça se passe la dernière semaine du mois de juin, et c'est sur le plateau du CMA 14, qui est le CMA qui accueille une grande partie des cours. Et là, on prend 30 minutes par élève, où chaque élève, il y aura une liste en fait de scènes proposées. Et ces scènes-là, elles seront jouées. Les élèves choisissent 2 scènes, et ensuite ils joueront ces scènes avec les élèves du cycle SP. Qui seront leurs partenaires d'une scène, en ayant préparé 20 minutes avant, première scène, et puis la deuxième scène, on la travaille en direct au plateau avec l'équipe pédagogique. Ensuite, on propose un exercice par un des membres de l'équipe pédagogique, et ensuite, il y a un entretien. Ça, c'est pour le cycle SP. Donc, premier tour en vidéo au mois de mai, deuxième tour au plateau avec les élèves comme réplique au mois de juin. Et pour la CPES, ça se passe, je parle au CRR de Paris, ça se passe en septembre. Donc, il faut s'inscrire à partir de juin jusqu'à mi-septembre. Et pour l'inscription, il faut juste donc avoir une attestation d'un an de pratique. Et ensuite, la dernière semaine de septembre, premier tour, de manière assez classique, une scène et un parcours libre. Donc là, il faut venir avec sa réplique. Et ensuite, il y a un temps de stage avec l'équipe pédagogique. Et à la fin du stage, il y a une journée qui est le second tour où le jury revient. Et donc, les élèves qui ont eu le second tour seront choisis par rapport à ce qu'ils ont fait au stage par l'équipe pédagogique et par rapport à ce qu'on voit à la fin du stage par le jury. Sachant que dans nos jurys, il y a toujours, donc souvent, c'est le responsable ou la responsable du département théâtre qui préside le jury. Et ensuite, il y a des membres de l'équipe pédagogique et il y a des personnalités qualifiées, c'est-à-dire des artistes qui sont pas du conservatoire, qui justement viennent, soit ils ont une autre spécialité que les profs, ou soit on essaye aussi qu'il y ait que dans le jury, toute la France soit représentée dans toute sa diversité et aussi avec des âges différents. Voilà, c'est ça les concours d'entrée. J'ai donné les spécificités du CRR de Paris, mais en tout cas, toujours l'idée, c'est un concours où l'équipe pédagogique en fait vous rencontre et se dit là où tu en es de ta maîtrise du plateau, nous ce qu'on apprend ici, c'est le moment de te le transmettre. Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que c'est super important que personne ne détient les clés de votre destin et il n'y a aucun jury, aucun prof, aucun metteur en scène, personne qui pourra vous dire
tu vas faire une carrière dingue et tu es importante pour le plateau ou pas. Nous, quand on est juriste, ce qu'on peut juste dire, c'est de ce qu'on a vu aujourd'hui sur le plateau et de ce qu'on sait, de ce qu'apporte notre enseignement, c'est le moment de se rencontrer ou c'est pas le moment. C'est juste ça. On ne préjuge pas de votre destin et personne ne peut vous dire tu es un bon acteur ou tu es un mauvais acteur et ta carrière commence ici ou pas. Un concours, c'est juste une rencontre qui se passe et la porte, elle s'ouvre maintenant ou pas. Et par exemple, au CR de Paris, ça arrive très souvent que quelqu'un revienne une deuxième année et qu'on se dise ah ben voilà, c'est le moment. Enfin, c'est vraiment une question de moment par rapport à la maîtrise des outils du plateau et ce que l'équipe pédagogique travaille de manière honnête. Est-ce qu'un élève peut présenter les 2 concours, CS et CPES, la même année? Alors, Mais il faut d'abord que Philippe explique comment oui, ça se voilà, passe je pense dans qu'il d'autres faut, parce CRF. Pardon. qu'effectivement, la situation de Paris peut créer de la confusion. Ce n'est pas du tout un reproche, mais la situation de Paris, et c'est important qu'Anne-Frédérique l'explique bien, elle est unique. C'est le seul endroit où on fait soit le cycle préparatoire aux écoles supérieures, soit le cycle préparant au diplôme d'études théâtrales, soit l'un, soit l'autre. Dans les autres conservatoires, c'est un concours unique. Certains l'appellent audition, test d'entrée d'ailleurs. Le mot concours est réservé souvent aux endroits où il y a beaucoup de candidats. Du coup, il faut quand même faire des choix parce qu'il faut savoir que selon les endroits, c'est différent. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours un moment où il y a toujours un entretien, parce que c'est extrêmement important de discuter avec la personne, de savoir un peu pourquoi elle est là, ses motivations, qu'est-ce qui l'a fait vibrer, un peu avoir une idée de sa représentation de ce que c'est que le théâtre. C'est pour ça qu'il faut qu'on vérifie quand même, ce sont des cycles qui viennent après une formation dans un conservatoire ou n'importe où ailleurs, mais on a acquis des bases avant. On ne peut pas rentrer, et souvent même en sortant d'un lycée, ça n'est pas suffisant. Moi, je conseille vraiment de pousser la porte des conservatoires assez vite si on est dans cette optique-là, parce que ça fera gagner du temps. Et donc, partout ailleurs, sauf à Paris, on passe le concours, et donc on est reçu, et on va préparer donc en 2 ans, si on est reçu, le diplôme d'études théâtrales et les concours d'entrée dans l'enseignement supérieur. Et selon les endroits, il y a des élèves qui peuvent choisir, qui ne viennent que parce qu'ils veulent préparer des concours et ils diront non, je ne vais pas, cette année, la 2e année, je ne vais pas passer mon DET, je vais me consacrer au concours. Et puis, il y en a d'autres qui diront moi, je vais passer juste un concours parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le diplôme. Mais c'est ça qui est important de savoir. Donc sauf à Paris où il y a 2 concours différents, c'est ça, Anne-Frédérique, 2 inscriptions différées, partout ailleurs, c'est là. Et alors, là où on a encore du travail, et je pense qu'il faut patienter encore 2, 3, 4 ans, c'est que les noms sont fleuris. Donc, vous avez des CPES, des PPES, des COP, des CEPI, j'en passe et des meilleurs. Donc, c'est un petit peu compliqué à repérer parce que chaque établissement donne un nom. Mais ce qui est important, c'est le diplôme qui nous donne une indication quand même, diplôme d'études théâtrales, ou alors maintenant, préparant aux écoles supérieures. Voilà, ça, c'est deux petits indices qui vous aideront à repérer quand même. Oui, ça c'est hyper important. Effectivement, le nom ne fait pas le moine. Donc ça, faites bien attention à ça. Et faites attention aussi à la durée, à la quantité d'heures de travail. Ça, c'est un indice aussi. Il faut vraiment que ce soit des temps pleins, enfin au minimum 16 heures. Et moi aussi, je vous invite à vérifier aussi j'allais dire la multiplicité, mais c'est pas vraiment la multiplicité. En fait, le fait qu'il y ait des partenariats, ça c'est vraiment important en fait, que l'équipe pédagogique accueille des artistes des autres structures, qui ait régulièrement des masterclass, des rencontres, des stages. C'est un signe aussi de la vivacité de l'équipe. Parce que aussi, si on se dit qu'on est en préparation à l'enseignement supérieur, il faut aussi se dire dans quelle mesure on a des chances de continuer. C'est un endroit d'insertion et de réussite. Alors, il n'y a pas le challenge, il n'y a pas une parution dans le challenge des résultats des CPES de théâtre, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Mais vous pouvez quand même demander si, en général, il y a des élèves qui intègrent des écoles et quelles écoles. Parce que c'est aussi un enjeu très important de l'enseignement qui prépare à l'enseignement supérieur,
c'est d'aider chaque élève à suivre une route qui lui correspond. Donc, à pas se jeter dans tous les concours, mais à réfléchir à quelle école il ou elle vise, dans quel but, parce que vous savez que les écoles sup ont des identités très spécifiques. Donc, ça, c'est important aussi de se dire où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce qui te correspond et comment on va t'accompagner. Et à la limite, si vous envisagez de travailler sur plusieurs territoires dès l'enseignement préparatoire, faites ça aussi parce que les conservatoires aussi ont des identités. Le conservatoire de Lyon a une identité, le conservatoire de Paris a une identité, le rassemblement de conservatoires des Hauts-de-France, le conservatoire de Nantes, le conservatoire de Toulouse, enfin pour citer, j'espère que j'oublie personne, je veux vexer personne, Avignon. Strasbourg, voilà, j'essaie de faire tout le Tour de France. Mais voilà, il y a des identités. Donc, allez voir les spectacles, les artistes associés, ça vous aidera à choisir, je pense. Et puis un autre élément important, si votre projet, c'est vraiment, qui est quand même le projet de beaucoup de gens, hein, de tenter des concours dans des écoles supérieures, on peut bien sûr, on n'est pas obligé d'aller en CPES pour passer des concours, hein. On peut être dans le cycle diplômant, celui qui donne le diplôme, mais on peut même être en troisième cycle, hein. On peut même être, parce qu'il y a des gens qui ont 19 ans, 20 ans et qui ne sont pas, qui sont dans un conservatoire, mais qui ne sont pas dans ces deux filières. Donc, ça n'est pas très grave. Mais oui, l'indice, par contre, ce qui pour moi est important, et ça c'est à vous de le vérifier, c'est qu'il y a des conservatoires, je ne donnerai pas de nom, c'est à vous de le trouver, où l'équipe enseignante dit ce n'est pas mon problème, préparez les concours, nous on ne le fait pas, vous le préparez tout seul, vous vous débrouillez, il y en a de moins en moins, hein. Mais évidemment, c'est quand même, si votre projet c'est d'entrer dans une école, il vaut mieux que vous renseigniez si l'équipe pédagogique prépare. Parce qu'après, l'agrément, c'est autre chose. Ça vous donne, on l'a dit, hein, le statut d'étudiant et tout ça, c'est une chose. Mais après, il y a plein d'endroits où les gens vont vous préparer à passer des concours. Et là, elle fait pouce levé, ma collègue. Un parent, justement, se pose des questions. Donc, le CPES n'est pas diplômant, mais est-ce que donc ça rassure aussi parce que c'est un statut étudiant? Mais est-ce qu'au bout de 2 ans, par exemple, on ne peut pas passer quand même le DET? Ah, bien sûr que si. Ben, c'est ce que dit Philippe, c'est-à-dire partout, et c'est aussi possible du coup au cycle SP, on peut, au CRR de Paris, pardon, on choisit en fait, les élèves disent moi je veux bien je préfère passer le DET. Mais si, bien sûr, mais sachant qu'il n'y a aucune compagnie qui vous demande un diplôme, qui vous demande le DET pour vous recruter, et que le DET, le diplôme de théâtre, pour l'instant est un diplôme qui n'est pas, c'est pas un diplôme comme à l'université, quoi. C'est pas, ça veut pas dire qu'on est bac+2 ou bac+3 ou quelque chose comme ça. Et pour passer à son DET, sauf si on est en province, si on a bien tout compris, si on est en province dans un cycle spécialisé jumelé CPES, on a le statut d'étudiant, y compris pour préparer son DET. Si on est à Paris en CPES, on a le statut d'étudiant et on peut passer son DET quand même. Par contre, si on est dans le cycle spécialisé de la ville de Paris, on n'a pas le statut d'étudiant lié au cycle spécialisé. On peut l'avoir par ailleurs. C'est ça, et on passe le DET. C'est l'objectif. Mais on passe le DET. Ouais. Et ben là, on peut commencer à parler des conventions avec les universités. Ça, c'est un endroit important aussi. Et là, c'est pareil, le paysage national est varié. Mais c'est toujours, enfin, moi, je trouve que c'est une vraie chance et il y a plein d'endroits où c'est le cas, des conventionnements avec les universités qui permettent, pour le coup, de garder le statut d'étudiant et qui permettent aussi, les conventionnements varient vraiment selon les conservatoires et les universités, mais quelquefois, il y a des UV qui sont soit par équivalence, soit des étudiants à la fac viennent passer au conservatoire, soit les élèves du conservatoire viennent à la fac. Donc ça, c'est toujours très intéressant de regarder les partenariats qui sont, c'est marqué sur les sites des conservatoires, et ça peut commencer dès le cycle 3.
du coup, le cycle qui précède le cycle SP et la CPS, parce que comme le dit Philippe, au théâtre, pour le coup, il y a des cycles 3 qui sont déjà très avancés, qui sont des gens qui ont entre 16 et 20 ans et qui, pour certaines ou certains, passent les écoles. Et par exemple, dans les conservatoires municipaux de Paris, ça arrive très souvent que des élèves réussissent les écoles, tandis qu'ils sont encore dans le cursus initial. Peut-être que du coup, effectivement, parce que ça peut être un questionnement effectivement pour des jeunes qui, et d'ailleurs on va pouvoir reposer la question en fait là-dessus, c'est-à-dire c'est quoi une année de pratique théâtrale? Qu'est-ce que vous appelez une année de pratique théâtrale? Est-ce que c'est une année de cours de théâtre, mais à quelle dose, entre guillemets, justement, ou est-ce que finalement une spécialité théâtre avec donc j'allais dire toutes les semaines, hein, quand même une certaine quantité de pratiques, ça peut en relever. Est-ce que ou est-ce qu'il faut prévoir quand on est un jeune qui sort du bac et qui n'a pas forcément été en cycle libre, est-ce qu'il doit s'inscrire dans un cycle initial en conservatoire, quitte à, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont le mettre. Voilà, donc c'est un peu tous ces questionnements. Et après, on reposera la question de justement de peut-être du coup, si on est dans un schéma où on commence par un cycle initial, comment est-ce que derrière on peut accompagner peut-être, parce qu'il y a une certaine prise de risque quand même, par une formation universitaire pour pouvoir assurer un peu les choses. Si on parle de Paris, là, par exemple, là, en ce moment, j'ai plein de coups de fil de parents qui habitent dans toute la France, y compris hors hexagone, et qui disent, OK, mon fils ou ma fille veut en faire ce métier, il monte à Paris. C'est quoi la différence entre cours Florent, CRR, cours Mathieu, classe préparatoire dans une égalité des chances et conservatoire de tel ou tel arrondissement? Et ça, je peux comprendre en fait que vu de loin, on se dise bon bah alors du coup voilà, et même Conservatoire national supérieur d'art dramatique, tout est pareil au même endroit, c'est à Paris et on voit ce qui se passe. Je pense que ce qui est important en fait, c'est de se dire pour tenter les cycles SP ou la CPS, c'est important d'avoir eu une pratique régulière du répertoire, du travail de scène, du travail d'interprétation. Et donc, ça, souvent, ça représente plusieurs années de cursus en conservatoire. Et par ailleurs, ce que la spécialité ou le bac S2TMD ne propose pas, alors qu'à l'inverse, il y a une grande pratique du travail collectif, de la connaissance du répertoire contemporain, de la culture de la dramaturgie qu'on apprend en lycée. Et ça, c'est très important, c'est très précieux, il faut le conserver. Mais ça n'a rien à voir avec pratiquer 8 heures par semaine le travail de répertoire. Donc moi, ce que je conseille souvent, si l'idée c'est de venir à Paris, c'est de s'inscrire dans les conservatoires d'arrondissement et aussi au CRR, et donc quand on s'inscrit dans les conservatoires d'arrondissement, de s'inscrire aussi dans les universités. Il y a plein d'universités qui font des études théâtrales, soit Paris 3, soit Paris 8, et de comme ça prendre une première année comme ça qui permet de voir aussi, et qui permet aussi de voir à quel endroit vraiment du plateau on a envie de se situer. Parce que quelquefois, du coup, au terme de cette année, l'étudiant ou l'étudiante bascule plus vers la fac en disant non, mais en fait, moi, ce qui me passionne, c'est la dramaturgie, ou c'est la diffusion, ou c'est la production, ou alors il se dit ah non, mais moi, je veux vraiment faire 20 heures de plateau par jour. Et là, du coup, le CRR devient la bonne piste. Donc, vraiment, entre aimer le théâtre et savoir par quelle porte on va en faire son métier, ça demande un peu de temps, de maturation du projet. Et donc, je pense qu'il faut plutôt frapper à plusieurs portes plutôt que de se dire il y a une seule voie et de refermer trop tôt, je pense, la question de la route, comme je disais tout à l'heure. Oui, et ce que tu dis, Anne-Frédérique, qui est très important, c'est souvent, il y a cette envie, c'est un profil qu'on rencontre beaucoup, je veux faire beaucoup de théâtre, je veux faire 20 heures, je veux faire 30 heures, et on ne regarde plus les
les programmes pédagogiques, les plaquettes, qu'à l'aune de ça. Or, c'est bien de faire 20 heures, 30 heures, mais il faut que ce soit 20 heures qualitatives. Et c'est pourquoi, pour travailler en profondeur, dans une école sérieuse, eh ben, on va demander une certaine maturité, une certaine expérience. Alors après, la quantifier en nombre d'heures, c'est un peu ridicule parce que là encore, c'est vrai que ça ne souffre pas la comparaison avec la musique ou la danse. On va prendre la danse pour ne pas parler que de la musique, mais la technique de base en danse, c'est des années et des années et des années de travail, d'acquisition. C'est énorme. Il y a des gens on a parfois des gens qui ont commencé à faire du théâtre à 6-7 ans, qui arrivent, qui ont 18 ans, qui passent nos concours et qui nous disent, ben moi, ça fait 12 ans que je fais du théâtre, et c'est catastrophique. Parce que tout d'un coup, cette espèce de technique, cette espèce de chose n'est absolument pas digérée. C'est presque de la reproduction. On a appris à jouer un peu en imitant le professeur ou des choses vues. Il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de… donc, c'est pour ça que le nombre d'années, pour moi, n'est pas un critère, vraiment pas un critère. Ce qui est plus important, c'est le chemin qui a été fait, c'est où ont été faites ces années. Mais c'est des aptitudes, c'est des compétences, c'est d'avoir une affinité avec le plateau, avec le jeu. On n'y peut rien. Quelqu'un arrive, il est sur scène, il y a un public devant lui et ça déclenche spontanément, le corps se positionne, le texte sort, on ne sait pas pourquoi. Donc ça, on peut pas Après, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que ces fameuses 20 heures de cours qu'on va proposer ou 30 heures, nous, on va quand même s'assurer que les gens puissent entendre un niveau d'exigence, un discours qui nécessite d'avoir un peu vu, d'avoir des références, de savoir ce dont on parle, d'être un peu conscient de ce que c'est que le jeu de l'acteur. On ne peut pas être totalement un génie comme ça débutant. Il y a quand même besoin d'acquérir des bases. Donc, évidemment, et c'est sûr que évidemment, je vais un peu prêcher pour la chapelle des conservatoires, mais si on a eu la chance à partir de 15 ans, 16 ans, de trouver un conservatoire qui nous a convenu, c'est quand même le meilleur moyen. Et tu parlais tout à l'heure, Muriel, de l'université. C'est clair que c'est vraiment compliqué en parallèle à ces cycles spécialisés ou cycles préparatoires aux écoles. On ne peut pas suivre ces études en parallèle, sauf à Lyon, nous avons effectivement une convention avec l'université qui permet à des personnes qui ont une licence à finir, qui étaient en licence 2 ou qui ont une licence 3 à faire, de leur donner des équivalences. Mais c'est quand même pas la majorité des gens. Mais sinon, moi, le vrai conseil que je demande, c'est vraiment d'essayer d'aller dans un conservatoire à partir de faire si on veut faire ses études, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans nos cycles spécialisés à 21 ans, 22 ans. On ne prend pas que des gens de 18, 19 ans. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont déjà une licence ou qui l'ont quasiment. Donc, vraiment, ceux qui ont envie de faire des études, inscrivez-vous dans un conservatoire type cycle 2, cycle 3, faites 1 an, 2 ans, 3 ans, faites vos études à côté et là, votre projet va maturer et là, présentez-vous en CPES ou en cycle préparatoire aux écoles. Et puis, parmi vous, ceux qui auront fait ce chemin-là que je viens de décrire, vous êtes à l'université et vous allez au conservatoire, il y en a certains qui déjà, là, à ce niveau-là, partiront dans une école supérieure. Ils n'auront même pas à se poser la question d'aller dans ces cycles spécialisés. Ouais, vous voyez, ce qui est important, je pense, c'est que le parcours théâtral est un des parcours où le temps joue pour nous, contrairement peut-être à d'autres parcours d'excellence. Parce que ce qui est hyper important, c'est que les acteurs et les actrices sont des athlètes de l'émotion, des athlètes des mots, des athlètes de la relation. Et donc, ça demande beaucoup de maturité, de savoir maîtriser ce rapport à l'espace, au temps et au fait qu'on met en jeu notre propre cliché et notre corps sur le plateau. Donc, pour nous, c'est hyper important. C'est pas, je suis complètement d'accord avec toi, Philippe, c'est pas tellement une question de quantité, mais plutôt d'être en état de travailler avec ce que demande le plateau. Et c'est ce qui, nous, on est tous très attentifs et très attentifs à ça. Et ça peut arriver à 17 ans, à 21 ans. Enfin, on essaie de rencontrer chaque parcours là où il en est, chaque individu dans toute sa force et dans toute sa
sa spécificité, mais c'est important parce qu'ensuite, ça nous garantit que dans le parcours en école sup et ensuite dans le métier, vous êtes armés. Nous, l'idée, c'est pas de faire une classe prépa qui vous fait rentrer, puis on est tout content, puis qu'est-ce qui se passe après? La question, c'est 10 ans après le CNSAD, vous en êtes où? 20 ans après le TNS, vous en êtes où? Et ces armes-là, c'est des armes aussi de maturité pour que les élèves soient à égalité d'humanité, que personne soit objet du prof ou de la prof ou du metteur en scène ou de la metteur en scène. On est très attentif et très attentive au bien-être des élèves et donc au fait que la formation elle se passe en sécurité et donc ça suppose de la maturité pour être en état de jouer avec tout ce qui est en jeu sur un plateau. C'est pour ça que il n'y a pas de raison de se précipiter et ensuite bien sûr c'est hyper possible que vous soyez déjà en état de maturité à 18 ans. Mais la question, nous, c'est pas la question de l'âge ou de ce qui s'est passé avant, c'est de se dire, OK, là où tu en es, c'est le moment de te faire travailler tout ce que le métier demande. Pas juste tout ce que le théâtre met en jeu, mais être capable de reproduire, être capable de travailler en tournée, être capable de vivre dans une équipe avec des collectifs éphémères. Voilà, tout ce que c'est que la réalité du théâtre, ça suppose des savoir-être et pas seulement des savoir-faire. À ce sujet, justement, une question, une personne demande s'il est bienvenu pour l'étudiant, pour l'élève, de passer des auditions pendant justement ces cursus, des auditions pour des rôles pendant le cursus. C'est-à-dire si il ou elle a un agent? Non, il est simplement demandé s'il est bienvenu que la personne passe des auditions pour des rôles. Donc, Alors, moi, je peux Est-ce que ça répondre. pose un problème, en gros? Oui. Moi, je peux répondre que d'abord, c'est des formations publiques, c'est-à-dire que quelqu'un qui passe un concours pour être pris, on va faire, dans certains établissements, hein, comme le CRR Paris, le CRR Lyon, ça se compte en centaines, les candidatures. Alors, ce n'est pas 500, mais c'est quand même… Donc, et on en choisit 12 à l'arrivée. Donc, il y a des gens qui sont en liste d'attente. Donc, si quelqu'un passe ce concours et puis qu'au bout de 3 mois, il nous dit finalement, j'ai passé des auditions, je m'en vais, c'est une place qui va manquer. Donc moi, je suis plutôt quand même, je pense qu'il faut se donner 2 ans pour étudier. Après, si dans le cours du parcours, il y a une opportunité professionnelle incroyable, ça s'évalue. Parce que travailler pendant 3 semaines avec une équipe de bon niveau, expérimenter sur le terrain des choses, il y a toujours des arrangements à trouver, mais il faut peser le pour et le contre. Mais dès lors qu'on arrive dans un conservatoire pour 1 an ou 2 ans, on n'est pas encore professionnel, donc on n'est pas encore au stade de passer toutes les auditions qui existent. Il faut quand même être raisonnable. Oui, je suis complètement… Pardon, juste, je ne sais pas si ça peut changer les choses, mais une précision de cette personne, il n'y a pas d'agent. D'accord. Mais en tout cas, c'est la même démarche. En fait, moi, je suis complètement d'accord avec Philippe. Et ça, du coup, à l'ANPAD, d'ailleurs, et on est tous d'accord, et je pense que sur tout le territoire, les collègues diront la même chose, c'est qu'il y a un enjeu d'argent public, effectivement. Donc, il y a de l'argent qui est investi. Donc, ça nous oblige les uns les autres. Et donc, il y a une notion d'engagement pour les 2 ans. Il y a une notion aussi de progression pédagogique qui fait que si on est absent ou absente pendant longtemps, du coup, on ne prend pas ce qu'il est en train de se passer. Donc, la progression ne fonctionne pas. Et il y a une notion aussi de collectif, c'est-à-dire faire théâtre, c'est toujours participer à un collectif de durée variable. Donc, il y a un engagement aussi réciproque par rapport aux autres élèves de la promo qui fait que c'est a priori pas possible. Enfin, en tout cas, se dire tiens, je suis au conservatoire et je passe des auditions de manière ouverte comme ça, c'est plutôt pas le bon paradigme. Et effectivement, évidemment, nous on essaie toujours d'apporter et de participer à ce qui est excellent et super pour chaque élève. Donc, comme dit Philippe, si une opportunité qui nous semble complètement pertinente se présente, on l'accompagne évidemment. C'est d'ailleurs pour ça que régulièrement on a des rendez-vous parcours avec les élèves, c'est-à-dire les élèves sont suivis par leurs profs, mais en plus les responsables pédagogiques, donc Philippe et moi, et tous nos homologues sur tout le territoire, on rencontre régulièrement les élèves pour faire le point sur où ils en sont dans leur parcours et les opportunités, les pistes qu'ils pensent saisir. Mais c'est vraiment important de mesurer qu'il s'agit d'un engagement dans une école, une équipe pédagogique qui a construit un parcours, donc c'est non de partir faire des expériences différentes pendant le cursus, à part opportunité hyper légitime. Est-ce qu'il serait possible d'expliquer comment se passe l'examen le DET? Oui.
Alors là aussi, on ne peut pas donner une réponse qui va être unique parce que comme ça s'appelle des CEPI, des COP, des cycles spécialisés, ben pareil, il y a des manières différentes de faire parce qu'en fait, hein, il faut dire qu'à la base, tout ça, c'est régi par un texte de loi. Ce diplôme, il avait un nom d'ailleurs, et il s'appelait le diplôme, je ne sais plus. Tu le sais, toi, Anne-Frédéric, puisque c'était dans la région du Nord et à Poitiers qu'on le délivrait. C'était le DNOP, non? DNOP, Oui, voilà, c'est le ça. TNOP. Donc, Ouais. bref, et puis comme ce diplôme n'a jamais vraiment vu le jour pour des raisons politiques et financières, ben, chaque établissement a un peu adapté à sa façon. Mais globalement, il y a déjà ce qui est très important, c'est que pour avoir son diplôme, il y a une partie de l'évaluation qui est faite par l'équipe pédagogique. Donc, c'est ce qu'on appelle le contrôle continu. Donc, ça n'est pas uniquement sur une prestation devant un jury à la fin des études qu'on a ou pas son diplôme. Donc, le parcours pendant les 2 ans, il est très important. Et puis après, il y a effectivement des épreuves devant le jury. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a l'épreuve reine, on va dire, mais ce n'est pas la plus importante pour l'évaluation, mais pour les étudiantes et les étudiants, elle est importante, c'est le moment du projet personnel. C'est-à-dire que chaque élève doit produire dans des conditions de représentation devant un public, dans un lieu équipé, adapté, un théâtre, doit produire une forme théâtrale, soit comme actrice, acteur, soit comme metteuse en scène, metteur en scène, soit comme auteur. Il y a plein de possibilités. Selon les établissements, soit les élèves font chacun une séquence qui dure une demi-heure, soit dans d'autres établissements, plusieurs élèves se regroupent et on a des séquences qui peuvent durer 45 minutes, mais ils vont être 2 ou 3 à porter ce fameux projet. Tout ça est variable. Mais ça, c'est important. Ensuite, il y a une épreuve dite interprétation, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec un professeur ou avec un artiste qui intervient au niveau de l'école, un invité, sur un spectacle, sur un travail de scène. Il y a beaucoup de choses hein, selon les endroits où on va, mais il y a cette partie où on est dirigé par quelqu'un et le jury apprécie. Avant, on montre un travail qu'on a fait, son projet à soi. Cela dit, l'équipe pédagogique, en principe, accompagne. Donc, c'est un projet dit tutoré, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul à créer sa demi-heure de théâtre. On a des rendez-vous réguliers avec l'équipe. On ne se jette pas à l'eau comme ça, en principe. Et enfin, troisième partie, il y a un entretien avec le jury. Et le jury a eu entre les mains alors c'est là que ça peut varier, soit c'est un dossier, dans certains établissements, les élèves remettent un dossier qui retrace leur parcours en 2 ans, en insistant sur des stages, sur des événements marquants. Dans d'autres endroits, on appelle ça, mais ce n'est pas exactement ce que c'est, mais on appelle ça un mémoire, mais ce n'est pas un mémoire universitaire, c'est un document dans lequel les élèves ont écrit sur une thématique qui leur intéresse. Ou alors, dans d'autres établissements, c'est le cas du mien, à Lyon, on prépare une note d'intention à propos du projet qu'on a développé et on essaye d'expliquer sa démarche, de l'argumenter, de la référer à des sources, etc. Voilà. Le jury apprécie tout ça, donne une note. Cette note est additionnée à la note du contrôle continu et si on a la moyenne, eh ben, on a son diplôme. Et j'ajouterais que dans le jury, c'est des personnalités invitées. C'est donc des gens qui viennent et à qui on demande d'avoir un regard effectivisé et bienveillant. C'est-à-dire leur dire c'est pas un spectacle que tu devrais diffuser ou un acteur que tu vas recruter. C'est à ton avis, est-ce que tu vois est-ce qu'il y a un propos qui est assez clair? Est-ce qu'il y a une maîtrise des outils du plateau? Et est-ce qu'il y a un geste artistique pertinent d'interprétation ou de mise en scène, enfin tout ce que disait Philippe. J'ajouterais à Paris que l'épreuve d'interprétation, elle est dans OCRR sur 2 couleurs. Il y a une épreuve de clown et une épreuve pour tout le monde et une épreuve de jeu qui jusqu'à présent était sous forme collective. Mais c'est aussi en train de bouger. Et ce qui est important, c'est qu'effectivement, et là on voit bien à quel point c'est très professionnalisant, c'est-à-dire ça met en jeu l'artiste d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire comment on est sur le plateau, comment on est capable de porter un projet et comment on est capable de penser notre pratique. Et c'est ça à quoi nous forment les 2 formations dont nous parlons dans les conservatoires avec de l'argent public et des artistes pédagogues. Merci. Il est demandé combien d'élèves le présentent et sont retenus. Alors, ça n'est pas précisé si c'est pour le CPES, cycle SP ou pour le DEC.
mais je me dis du coup que les deux questions, les deux réponses peuvent être intéressantes. Oui, alors c'est difficile de répondre si ce n'est pour nous, hein, mais je sais que nous, l'année dernière, on avait 230 ou 270 inscrits à notre concours d'entrée. Je pense qu'à Paris, c'est encore un peu plus. Je pense qu'à Nantes, par exemple, ils ont dépassé les 150 candidats aussi. C'est vrai que ça commence notamment quand on a le fameux label CPES qui permet aux élèves d'être étudiants, d'avoir ce statut Crous. Ben, c'est vrai que ça correspond quand même à une demande, hein, c'est évident. Donc, je pense que, voilà, je vous cite ces 3 établissements parce que je les connais bien. Je me suis amusé à compter, il y a 26 établissements ou groupements d'établissements qui, à ce jour, ont l'agrément pour être CPES. Pour ceux qui donnent le diplôme, on ne sait pas trop, c'est plus flou, mais je dirais une quarantaine. Donc voilà, il y a des établissements maintenant qui ont, il y a comme, je ne sais pas, là encore, l'avenir va parler, hein, mais il commence à y avoir des établissements très courus, et puis il y en a qui sont peut-être à les découvrir et dans lesquels il sera plus facile d'accéder parce qu'il y a moins de candidats. Mais dans les gros établissements, on est au-delà de 150 candidats, quoi. Ouais, les chiffres à Paris, là, c'était 240 pour le cycle SP, l'an dernier, et 330 pour le CPES. Et à chaque fois, on en prend une quinzaine. Donc, le ratio, c'est comme chez toi, Philippe, comme à Nantes, etc. Et on en prend 12 à Lyon chaque année. On fait une promotion de 12 chaque année. Par contre, à Nantes, et dans la plupart des conservatoires, c'est plutôt le principe d'avoir une promotion de 12 élèves, une douzaine, hein, mais qui se renouvelle à moitié chaque année. Donc, ils en prennent plutôt 6 en première année. Ces 6 en première année deviennent 6 en deuxième année l'année suivante. Donc, il y a à nouveau 6 places de libre. Il se peut arriver que ces fameux 6 en première année, il y en ait un ou deux qui réussit un concours. Donc, ils ne sont plus que 4 en deuxième année. Donc, on va pouvoir en prendre 8. Mais voilà, dans la plupart des conservatoires, sauf à Lyon et à Paris, où effectivement on fait une promotion, voire 2 à Paris, puisqu'il y a la promotion diplôme et la promotion préparatoire. Mais sinon, c'est plutôt un nombre restreint. Oui, mais du coup, faut pas que ce soit stressant. Parce que moi, ce que je dis toujours aux élèves, c'est que s'il y a 15 places, c'est 14 de trop. Il en faut qu'une pour chacune et chacun. Donc, la question du ratio, elle n'est pas tant importante que de se dire, est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu es prête? Est-ce que c'est ce qui te correspond maintenant? Donc, moi, je vous invite vraiment à regarder les maquettes, à venir voir les spectacles et on peut se rencontrer. Enfin, c'est très simple de se parler au bord des plateaux pour réfléchir parce que c'est ensuite la question, elle se repose aussi dans les écoles supérieures où il y a, pour certaines écoles, 800 candidats pour ensuite 12 places. Mais dans les 800, en fait, il y en a 400 qui de toute façon, n'avaient pas de raison de passer ce concours-là. Donc, je pense qu'il faut pas s'inquiéter des ratios. Il faut juste essayer de savoir exactement où on en est et de voir du coup quelle porte est la bonne à quel moment. Et à cet égard-là, ça revient à une question qui a été posée, hein, sur comment se préparer, le temps. Ben, c'est vrai qu'il y a quand même, je ne connais pas, hein, le chiffre exact, mais il y a quand même plus de personnes autour de 20, 21, 22, 23 que de gens de 18 ans. Il y a des gens de 18, 19 ans, bien sûr, mais ça relève, c'est quand même une minorité. Ça veut dire que quand même, cette maturation avant, elle est importante, hein. Les années qui précèdent le moment de choisir ces filières-là, celles-ci sont déterminantes. Une question, peut-être une précision sur les CPES. Est-ce que l'on peut seulement au CRR à Paris? Non, pas du tout, non. C'est ce que Philippe disait. À chaque fois que vous avez l'agrément, c'est-à-dire si vous regardez s'il y a l'agrément du ministère de la Culture, et ben c'est que même si ça s'appelle pas CPES, par exemple à Lyon ça s'appelle PPES, il y a le statut d'étudiant et du coup il y a la préparation aux écoles supérieures. Donc le ministère a donné l'agrément à je ne sais plus combien de conservatoires en France, mais donc qui poursuivent la même question qu'à la CPES de Paris. Mais là c'est pour Paris justement, c'est il y en a uniquement d'autres. Oui, il y a Boulogne-Billancourt, par exemple. Non, mais Paris. Oui, c'est que pour la ville de Paris. L'explication et la compréhension de Paris, c'est-à-dire, est-ce que le CPES est uniquement préparé au CRR de Paris?
Puisqu'on a bien dit, les cycles spécialisés, c'est finalement dans 2 conservatoires d'arrondissement, même si c'est sous la houlette ou je sais pas, le cadrage, on va dire, du CRR. Comme pour la danse et la musique, oui. Comme pour la danse et la musique. Mais du coup, c'était, je pense, d'un point de vue, c'est le CRR fait le CPES et le 13e, 14e, le cycle spé. Si on veut. Cycle spé, c'est ça. C'est ça. Et sur tous les territoires, en fait, il y a qu'une CPES. À Nantes, il n'y en a qu'une, à Lyon, il n'y en a qu'une. C'est le CRR qui a la CPES. C'est partout pareil. En règle générale. Oui. Et ce que je propose, c'est que, je ne sais pas par quel moyen, mais FUSE puisse publier la liste de ces 26 établissements-là, parce que on va pas les lire, c'est un peu fastidieux. Ou l'ANPAD, peut-être qu'il faut qu'on trouve un moyen pour que cette information, parce qu'elle n'est pas facile à trouver. D'accord, ouais. C'est sûr qu'on ne peut pas chercher chaque conservatoire. Enfin, moi, je me suis amusé à le faire. Hein. Je fais CRR Toulouse, je fais CRR Montpellier. Presque tous les conservatoires ont des… Et effectivement, on arrive à lire, mais c'est un peu fastidieux à faire. Donc, peut-être que c'est le rôle de l'ANPAD ou de FUSE de publier la liste des établissements qui sont agréés en ce moment pour… et qui sont véritablement agréés. Cette liste, elle est publiée en fait de façon définitive au mois de juin, juillet, parce qu'en fait, elle est liée au fait que les élèves vont pouvoir bénéficier des bourses du Crous. Et donc, il y a une publication qui est faite en juin-juillet pour dire voici la liste des établissements qui seront habilités à délivrer à verser les bourses ou à donner droit aux bourses du Crous l'année prochaine. Et c'est vrai que c'est important parce que il se trouve que il est déjà arrivé aussi que certains établissements anticipent sur l'accord de l'agrément et affichent une CPES qu'ils n'avaient pas. Et donc, des élèves se sont retrouvés, malheureusement, sans les bourses du Crous. Eh oui. Ce qui est un peu embêtant. Oui. Après, ce qui est compliqué pour les établissements, les conservatoires qui veulent se faire agréer, ils doivent avoir préfiguré pendant 1 an ce que sera leur cursus. Ce qui fait que certains, sans doute par des erreurs d'affichage, laissent entendre que, alors en fait, ils mettent en cours d'agrément, mais en cours d'agrément n'équivaut pas à agréer, quoi. Hein. Ne permet pas effectivement d'accéder au statut d'étudiant. Hein, oui, c'est ça. Et d'ailleurs, par rapport à cette question, parce qu'elle est posée dans les réunions qu'on peut faire par ailleurs, et notamment là au moment des choix, nos établissements, le CRR de Paris, de Lyon, de Nantes, de Toulouse, enfin il y en a 26 agréés, on peut les retrouver dans les, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est le moment où on doit choisir un établissement, parce que oui, voilà, normalement les demandes de bourse pour l'année suivante se font avant la fin du mois de mai. Donc, si on n'est pas rattaché… Alors, de toute façon, si on est inscrit dans une université, dans un établissement scolaire qui donne droit aux bourses du Crous, il n'y a pas de problème parce que si on réussit le concours d'entrée au mois de septembre dans un cycle préparatoire, on fera transférer son dossier de bourse de l'université où on était avant vers le conservatoire. Donc, ça ne posera pas de problème. La difficulté, et selon les régions, c'est plus ou moins facile, selon les Crous. Et maintenant, ça commence à aller mieux, mais c'est vrai que, par exemple, à Lyon, et c'est pareil à Paris, et c'est pareil à Nantes, les élèves sont admis, savent vers le 20 septembre ou le 29 septembre qu'ils vont suivre ce cursus. Eh bien, il y a certaines fois où des Crous disaient « Ah ben non, désolé, la demande de bourse, elle était à faire le 31 mai. » Sauf que les gens disent « Ah oui, mais moi, le concours, je viens de le réussir maintenant, donc je ne pouvais pas en mai vous dire que je serais inscrit au conservatoire de Lyon. Je ne savais pas, il fallait que je passe le concours. » Donc vraiment, il faut, si vous êtes dans aucune université, si vous ne savez pas où vous serez l'an prochain, si vous ne serez pas dans l'enseignement supérieur, mais que vous envisagez de passer un de ces CPES, eh bien, ils sont dans le fameux Parcoursup, donc faites un dossier, puis après faites un dossier de Crous, vous allez trouver CRR Paris, puisque c'est la fameuse circulaire à laquelle Muriel vient de faire allusion. Hein. Chaque année, un document officiel sort avec tous les établissements habilités, agréés.
Et ben, dès lors, vous pouvez faire. Et puis, si vous ratez le concours, ben, vous n'aurez pas les bourses puisque vous ne pourrez pas attester que vous avez réussi, vous êtes dans la formation. Mais ce n'est pas grave, vous aurez fait la demande. C'est un conseil un peu technique que je donne. Donc, peut-être. Un excellent conseil qu'on affiche oui. aussi sur le site du CRR, de s'inscrire tout de suite en CP sur Parcoursup et du coup au Crous. Donc, on trouve les CPES de théâtre, notamment, hein, mais peut-être d'autres aussi, sur Parcoursup. Donc, on peut opter CPES. On sait que c'est une formation sélective. Donc, on sait que c'est une formation qui sera soumise à une entrée, donc à un processus de sélection. Mais on peut donc opter pour dans Parcoursup pour une CPES. Après, on peut aussi, si on est lycéen, on peut aussi prévoir de demander une licence d'études théâtrales. Voilà, je pense que c'est mieux de faire ça parce que je suis pas sûr. Moi, je suis sûr pour le Crous. Parce qu'on assure les deux, et puis qu'on assure les deux. C'est-à-dire que la licence d'études théâtrales, si on n'est pas admis en CPES, pendant un an, on sera en licence d'études théâtrales aussi. Exactement. Ce qui est quand même pas inutile et pas complètement. Voilà, je pense que en plus, pas mal de ces licences d'études théâtrales sont maintenant en partenariat avec des écoles supérieures. Donc, notamment celle de Paris 3, qui effectivement est. Mais il y en a d'autres, il y en a quelques-unes. Il y en a pas beaucoup, hein. Bon. Après, qui prennent des licences d'art du spectacle première année. Hein. Après, on a des étudiants chez nous qui viennent d'autres filières que art de la scène ou art du spectacle, qui font philo, qui font histoire, qui font anthropologie. Et franchement, c'est très voilà, il ne faut pas non plus penser à la filière unique. Enfin, il y a des gens qui ont un rapport à la culture, qui ont un rapport aux humanités qui est tout aussi intéressant que des formations un peu généralistes. Donc, si vous avez une passion, hein, si la littérature est votre passion, ben allez en lettres. Hein, franchement, en attendant, c'est très bien aussi, quoi. Hein. Oui, c'est un super conseil, ça, de s'inscrire en fac de ce qui nous plaît. Par exemple, nous, là, au CR de Paris, on a recruté des élèves de Sciences Po, on a recueilli aussi un élève qui avait un CAP de pâtisserie. Donc, on n'est pas obligé de faire des études théâtrales, on est pour monter sur un plateau. Mais c'est vraiment important de pas juste focaliser CPES post-bac. Ça, c'est vraiment important d'ouvrir plusieurs pistes et ensuite de revenir au plateau d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il y a une parité filles-garçons dans le recrutement? Oui. Enfin, je réponds chez moi, hein, mais je crois que globalement, dans les conservatoires, on est quand même attaché à cette idée d'une représentation à égalité des hommes et des femmes. Après, il peut y avoir des bouleversements en cours de route parce que, donc, c'est le cas, je pense que c'est le cas au CRR Paris, c'est le cas au CRR pardon, je suis toujours Nantes, Paris et Lyon, mais je pourrais citer Toulouse, mais c'est ceux que je connais bien là, c'est en l'occurrence. Et il peut, dans ces conservatoires-là, on peut passer des concours dans l'enseignement supérieur dès la première année. Donc, il peut très bien arriver que que des élèves dès la première année réussissent des concours. Donc, il se peut très bien que sur la deuxième année, cette parité qui existait, elle soit bousculée parce que, par exemple, 2 filles ont quitté le groupe de 12. Donc, dans ce groupe de 12, il y aura fatalement plus de garçons que de filles ou inversement. Mais au moment de l'entrée, on essaye, en tout cas, c'est pas une obligation légale, hein, c'est vraiment au jury d'apprécier, mais ça paraît quand même aujourd'hui quelque chose qui est pratiqué partout. Hein. Oui, et puis sans même se limiter à la parité, nous on demande aussi aux candidates et aux candidats le pronom qu'ils ou elles choisissent, et ça peut être aussi elles. Donc c'est-à-dire on sépare pas juste autant de filles que de garçons, et les listes sont pas liste de filles, liste de garçons, mais on fait attention à ce que notre groupe ressemble au monde d'aujourd'hui dans toutes ses composantes. Ça c'est hyper important. Et dans le même ordre, est-ce qu'il y a une parité sociale? On fait attention, on essaye au conservatoire, au CRR, au recrutement, on demande qui peut être potentiellement boursier ou boursière. Donc, on fait attention à ça. Après, on essaye vraiment, nous, là, si vous pouvez regarder les photos,
et regardez aussi les photos des promos des écoles sup, et ben elles bougent. Plus on avance et plus elles bougent, et c'est bien. Parce qu'on pourrait se dire qu'il y a quelques années encore, d'une année sur l'autre, c'était un peu toujours le même type de personnes qu'on pouvait voir sur la photo de la promo. Euh, et c'est plus le cas. Enfin, moi, je suis assez fière de ça au CRR de Paris. C'était vrai aussi quand je travaillais à Tourcoing avec mes camarades de Lille et d'Arras et d'Amiens et de Tourcoing. Se dire que ce qui est très important, c'est que sur le plateau aujourd'hui, et donc dans les écoles qui forment au plateau d'aujourd'hui et de demain, tout le monde ait sa place et pense que c'est possible de rentrer dans un dispositif d'argent public, puisque c'est gratuit, hein, les études au conservatoire. Donc oui, bien sûr, on fait très attention à ce que la porte soit ouverte le plus largement possible. Et un des enjeux de ce webinaire, c'est de se dire que c'est des études envisageables, qu'elles correspondent pas. Il ne faut pas être fils d'acteur pour pouvoir faire des études de théâtre ou fils de metteur en scène ou fille ou fils de metteur en scène. C'est-à-dire, c'est justement un peu l'honneur de la France que l'argent public soit là pour que des dispositifs d'excellence soient accessibles à toutes et tous. Oui, et juste pour rebondir, alors parité sociale, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que il faut absolument rappeler ce que tu viens de dire, c'est que ce sont des études, alors pas gratuites, mais peu chères. La plupart du temps, elles sont liées aux revenus des familles. Par exemple, une année complète au Conservatoire de Lyon, pour les familles les plus modestes, ça va coûter 150 € qu'on peut payer en 10 fois, c'est-à-dire que ça fait 15 € par mois. Et les familles dont les revenus sont les plus élevés, ça va être 900 €, c'est-à-dire 90 € par mois pour de 20 à 30 heures de cours par semaine, enfin, pour un enseignement bien au-delà de ce qu'on fait dans la plupart des écoles privées, avec une grande diversité dans les équipes pédagogiques, tout ça. Voilà, donc c'est vraiment accessible au plus grand nombre. Mais, et ça, c'est le travail qu'on a à faire, et merci de nous en donner l'occasion, mais je pense qu'il n'y a pas encore assez de gens qui s'autorisent à se dire « j'ai le droit d'aller dans un conservatoire ». C'est vraiment ouvert à tout le monde, et il n'y a pas de… Lorsque les personnes se présentent devant les jurys, nous n'avons pas un dossier avec ni la profession des parents, ni le niveau de revenu, ça n'entre absolument pas en ligne de compte. Et j'ajouterais que même si à titre personnel, moi je peux trouver que la vidéo c'est un peu difficile pour évaluer le spectacle vivant, que la première épreuve en vidéo est aussi un souci d'équité, c'est-à-dire de se dire on n'est pas obligé de traverser la France pour aller passer le concours avec sa réplique, parce que ça coûte de l'argent de faire ça, notamment pour venir à Paris. On peut de chez soi faire une vidéo qui nous donne une chance d'arriver. On s'était dit ça aussi, de se dire que le premier tour, comme il y a beaucoup de candidats, on les encourage enfin, on n'est pas obligé de venir à Paris pour ça. Et c'est qu'au deuxième tour, où il n'y a plus que 30 candidats et on est déjà très avancé dans la proposition, qu'on traverse la France. Et il y a des écoles sup aussi qui ont pensé leur premier tour comme ça, aussi par souci d'accessibilité. Une personne demande de confirmer que c'est bien, qu'il faut bien que le CPS doit être demandé sur Parcoursup. Alors, moi, je préfère pas le confirmer parce que je ne suis pas spécialiste de l'orientation des lycéens. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut mettre sur Parcoursup. Moi, donc, tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de Parcoursup, je faisais surtout allusion à la demande de bourse. Donc, je ne sais pas si c'est concomitant, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le dossier de demande de bourse au Crous. Je vais être étudiant l'année prochaine et donc je dépose un dossier de demande de bourse. Non, on ne demande pas le CPES. On peut effectivement peut-être cliquer sur CPES quelque part. Mais de toute façon, comme la partie du spectacle vivant, pas la peine de rêver, vous les trouverez pas sur Parcoursup, vous pouvez toujours essayer. Mais peut-être qu'au moment du dépôt de dossier de demande de bourse, là, effectivement, on va vous demander dans quel établissement vous serez a priori scolarisé, entre guillemets, ou étudiant. Et à ce moment-là, vous allez cliquer sur CPES de je ne sais de Lyon, par exemple. Très bonne idée. Mais effectivement, il y a une petite confusion entre le dossier de la demande de bourse et
et le Parcoursup qui est effectivement la partie, on va dire, qui débouche sur des diplômes identifiés, en fait. Cursus de formation, mais aussi un cursus de formation, mais à peu près toutes les formations sur Parcoursup. Peut-être revenir, on a parlé beaucoup des formations publiques. On va pas se cacher derrière son petit. On sait qu'il y a quand même beaucoup d'écoles privées en préparation de quelque chose. On ne sait pas trop quoi d'ailleurs. En tout genre. Y compris, il peut y avoir quand même des propositions privées forcément plus chères qui peuvent être effectivement intéressantes. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aussi de prévention, de choix, y compris sur la partie privée? On a bien compris que le mieux, c'est de venir au conservatoire. Mais on ne sait jamais. Certains peuvent avoir envie d'essayer. Alors, j'éviterai ceux qui ont pignon sur rue, personnellement, mais ça, voilà, parce que je vous invite à aller lire dans le monde, à aller lire partout. Les élèves n'y sont pas bien traités. Donc, la maltraitance, c'est pas une bonne idée. Hein, dans le domaine du spectacle, comme nulle part ailleurs. Ça fait pas avancer, ça fait pas se dépasser, et ça fait pas du tout progresser un jeune, contrairement à ce qu'on dit. Donc, qu'est-ce que vous pourriez, si un jeune dit, bon, mais finalement, quand même, moi, ce qui m'attire, c'est peut-être ces formations privées. Oui, bah, moi, en tout cas, je pense qu'il ne faut absolument pas faire un cliché, faire un anathème sur les écoles privées, parce que ce serait totalement injuste. Il y a des gens extrêmement bien investis dans leurs établissements, dont le but n'est pas de gagner beaucoup d'argent, mais dont le but est de rencontrer des gens, de les accompagner sérieusement, de penser une pédagogie en phase avec la réalité du métier. Donc, ces établissements-là, ils existent. Évidemment, moi, il ne m'appartient pas ici de donner des noms, hein, parce que ça serait sortir de mon devoir de réserve. Donc, je m'en garderai bien. Mais après, il faut effectivement se méfier. Mais il faut savoir lire les plaquettes, quoi, savoir comprendre. Mais c'est vrai qu'un établissement où on sait avec qui on va travailler, ce qui est proposé, c'est un peu développé. Alors, évidemment, si on est totalement néophyte et débutant, ben, on ne sait peut-être pas lire un projet pédagogique, c'est vrai, mais quand même essayer de lire, de décrypter les textes. C'est vrai que c'est important de savoir qui va être sa professeur ou son professeur avec qui. C'est vrai que les écoles où il y a, je ne citerai pas de nom, mais où on est face à des écuries d'enseignants, ben, c'est autant de chances d'être face à une loterie. Peut-être que parmi cette écurie d'enseignants, il y a des gens formidables et puis il y a des gens moins bien. Donc moi, je conseillerais peut-être plutôt des écoles à dimension, je ne vais pas dire ce mot humain, c'est ridicule, mais à dimension un tout petit peu plus proche de ce que c'est qu'un théâtre, qu'une troupe, qu'une compagnie, voilà, un endroit où on va côtoyer des gens, on va avoir le temps de tisser des liens, tout ça. Voilà. Après, il y a vraiment des grandes écoles avec des écuries de professeurs qui préparent aussi très bien, puisqu'il y a plein d'élèves qui réussissent des concours, qui font qui font des carrières derrière. Donc, il ne s'agit absolument pas de cracher sur qui que ce soit, mais il faut être… il faut pas croire que c'est… Il faut pas avaler les rêves qui peuvent être vendus parfois sur papier glacé, quoi. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Ouais, moi, pour aller dans le même sens que Philippe, je pense qu'il y a absolument pas d'anathème à jeter. Il y a deux choses importantes, je pense, c'est qu'il ne faut pas confondre inconfort et insécurité. Donc, travailler le théâtre, ça met en situation d'inconfort, c'est sûr, et ça demande des efforts, mais ça doit toujours être dans un cadre de sécure. Il faut que l'élève se sente safe dans toutes les situations. Donc ça, c'est très important. Et dès l'audition, voir un petit peu si le rapport à l'élève, le rapport à l'espace, le rapport à tout ça vous semble en sécurité. Il n'y a aucune raison qu'on se sente mal sur un plateau de théâtre, quoi, qu'on se sente
Ça, c'est très important de se sentir en sécurité, donc faire confiance aussi à ça, à ce ressenti-là, quand on passe l'audition. Et ensuite, quand on regarde les propositions, effectivement, il y a un rapport au temps et à la quantité d'élèves qui doit alerter. C'est-à-dire se dire, si on est 60 en cours et qu'en 3 mois, on a une préparation, c'est sûr que ça marchera pas. C'est important de s'inscrire dans la durée, de proposer un projet pédagogique, guetter aussi si les projets pédagogiques sont assez clairs, si vous parle de répertoire, si vous parle de jeux, si vous parle d'espace, de temps, de collectif, et c'est aussi le plus possible essayer de voir un peu qui sont les profs et donc quels artistes ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, avec qui ils travaillent, parce que c'est aussi une façon pour vous de savoir quel genre de théâtre vous avez envie d'apprendre, de travailler, de défendre. C'est-à-dire de se dire, en lisant d'où viennent les enseignantes et les enseignants qui interviennent dans les cours, ça vous oriente aussi sur le genre de pratique que vous allez avoir. Donc, je pense que ça, c'est vraiment hyper important de regarder combien d'élèves sur combien de temps, combien d'heures de cours par semaine. Et idéalement aussi, je pense que c'est bien si la maquette pédagogique propose un enseignement diversifié. S'il n'y a pas que des cours d'interprétation, s'il y a des ateliers d'autres types, ça c'est une bonne piste aussi pour le travail. Et aller voir l'espace aussi, l'espace de travail, comment ça s'organise, combien il y a de personnes, comment sont les salles, est-ce qu'il y a bien des espaces de travail sur toutes les dimensions, et regarder aussi qui en sort, qui vient, et du coup dites-vous bien honnêtement, oui, c'est le genre de théâtre que j'ai envie de faire ou pas du tout. Une dernière question peut-être. Est-ce que vous pourriez revenir donc sur les formations et comparer les formations dispensées dans les CRR par rapport au conservatoire d'arrondissement, s'il vous plaît? Ouais, à Paris, du coup, mais c'est pareil aussi. Donc, dans les conservatoires d'arrondissement, à Paris, on peut avoir d'abord de l'éveil et d'initiation, donc qui se passe avant 15 ans, et ensuite à partir de 15 ans, cycle 1, cycle 2, cycle 3. Et là, on est sur des volumes horaires entre, si je dis pas de bêtises, mais plutôt entre 4 et 10 heures hebdomadaires de pratique. Et donc, très souvent, on a des élèves qui ont par ailleurs qui sont encore en lycée ou à l'université. Ensuite, dans les conservatoires municipaux d'arrondissement de Paris, on peut aussi participer aux ateliers interconservatoires. Et du coup, c'est des heures de pratique en plus sur des projets spécifiques, ateliers interconservatoires de mise en scène, de clown, de marionnettes, d'écriture. Donc, on peut avoir une formation quand même assez, je pense, entre 10 heures au max, entre 10 et 15 heures par semaine. Donc ça, c'est les CMA, et qui, du coup, s'arrête au cycle 3. Et ensuite, au CRR, il y a soit le cycle SP, soit la CPES. Ça, c'est pour Paris, mais je te laisse, Philippe. C'est à peu près la même chose, hein. En général, dans les CRD, il y a quelques CRD qui sont, pour faire un raccourci, CRD égale Conservatoire d'arrondissement de Paris, mais c'est un peu ça, parce que donc il y en a quelques-uns qui sont agréés pour être CPES ou qui donnent des DET. C'est plutôt quand même dans les grandes villes. Alors, je ne sais plus à quelle question je réponds. Et oui, puis dans la plupart des CRR de nos régions, on trouve soit ce DET, soit pour certains l'agrément, voilà. Et donc, c'est ce qu'a dit, ma collègue. Juste précision quand même, dans les CRR par rapport à Paris, puisque effectivement à Paris, dans le CRR, il n'y a que les cycles spécialisés ou les cycles préparatoires aux écoles supérieures. Par contre, dans les CRR de France, de région, partout, il y a en principe les cycles 1, 2, 3 qui sont plus ou moins développés. Mais en général, c'est vrai que la formation en amont est proposée. Ce qui vient avant le cycle spécialisé, cycle préparatoire aux écoles supérieures, on peut le trouver dans les CRR. Alors, dans les grandes villes comme Lyon, c'est sous-développé, c'est-à-dire qu'on a 3 groupes de premier cycle et on a juste un groupe deuxième cycle, troisième cycle, donc ça devient quand même compliqué, mais il y en a à Villeurbanne, il y en a, après on est dans ma région, il y a beaucoup de CRD, il y a beaucoup d'endroits où il y a de l'enseignement du théâtre, et je pense que quand même à l'échelle du territoire national, la français, même outre-mer, il y a des conservatoires
qui permettent de faire premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Et c'est vrai aussi dans toute l'Île-de-France. Notamment à Paris, donc il y a le CRR qui a la CPS, mais il y a aussi une CPS à Aubervilliers et une CPES dans le Grand Sud au Kremlin-Bicêtre. Et par ailleurs, il y a des cycles 1, cycle 2, cycle 3 dans tous les conservatoires de Cergy, de toute l'Île-de-France. Et pour les conservatoires municipaux d'arrondissement, on fonctionne en réseau, c'est-à-dire qu'il y a des départements théâtres dans tous les CMA, mais il y a aussi des spécificités. Il y a des couleurs, plus marionnettes, plus écriture, plus clown. Donc, moi, je vous invite à passer les concours des CMA, soit du CMA, soit de l'arrondissement dans lequel vous habitez, soit d'en passer 3 ou 4. Et de toute façon, depuis l'an dernier maintenant, ou il y a 2 ans même, je pense, on peut être sur la liste d'attente dans un CMA et du coup, être pris dans un autre arrondissement. Donc voilà, on travaille en réseau à la ville de Paris. D'accord. Bah, écoutez, en tout cas, merci beaucoup. On va, je pense, clôturer là. On a eu des questions sur les écoles supérieures et j'ai bien dit que nous allions essayer d'organiser un webinaire spécifique école supérieure parce qu'effectivement, je pense que c'est important. Il y a différentes écoles, différentes identités et comme on l'a fait pour la musique et la danse, c'est important d'avoir une véritable appréhension de ces écoles. Il n'y a pas que le CNSAD. Il n'y a même pas que l'ETSAT avec grand, et sûr. pas que le TNS, quoi, je dirais. Oui. Voilà, on a quand même pas que ces 3-là, puisque vous avez cité, je crois que tu en as cité 12. Donc, il y a quand même une certaine offre sur le territoire. Après, on peut se poser la question aussi d'autres. Donc, vous aviez parlé aussi, je crois, il y a quand même une offre francophone. Oui, en Belgique, également, en Suisse, bien sûr. Voilà, où on peut donc au Canada aussi éventuellement. Ouais. Donc, il y a quand même un éventail de possibilités. Muriel, moi, ce que je te propose, c'est qu'on n'attende pas de rassembler toutes les directrices et les directeurs des écoles sup. On va faire un webinaire à ne pas de fuse et puis comme ça, on le fait au mois de mars ou au mois d'avril pour que chacune et chacun ait déjà un paysage. Panel. Exactement, voilà. Avec grand plaisir. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux de votre patience et j'espère qu'on a un peu clarifié quand même ce maillon, qu'en fait aussi il n'y a pas de réponse toute faite. C'est-à-dire qu'à chacun doit pouvoir trouver son chemin en fait pour y aller. Pour aller en fait vers son projet qui n'est pas forcément défini tout de suite et qui va se créer ou s'affiner au fur et à mesure en avançant, et que vous êtes là pour les accompagner aussi dans cette maturation du projet. Et donc ça, je trouve ça important. Oui, moi je sais que vous êtes passionné et que dans ce milieu-là, moi j'ai toujours rencontré les professeurs d'art dramatique sont de façon générale passionnés. Donc vous êtes des gens passionnés et voilà, y compris dans ce rapport de ce besoin de transmettre et d'accompagnement des individus et des individualités aussi, parce qu'en fait c'est quand même aussi des singularités à chaque fois, des projets singuliers et des personnalités singulières et c'est ça qui est, certes on parle du collectif, mais c'est un collectif qui rassemble. On veut tout, sauf la même chose à plusieurs reprises. On veut des gens qui sont eux-mêmes avec leur propre personnalité et ça qui est, je trouve que vous êtes super. Les professeurs et les élèves passionnés et les parents inquiets, nous dit maman, c'est vrai, mais alors pour le coup, c'est pas uniquement dans le domaine du théâtre. Je pense que c'est le domaine du spectacle. Quand on n'est pas issu de ce milieu du spectacle, la plupart des parents ont effectivement une inquiétude. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur. C'est un milieu professionnel avec ses codes, etc. Mais comme tous les autres milieux professionnels, avec des débouchés qui existent,
des situations qui peuvent être plus précaires hein, dans certains cas, évidemment, mais c'est aussi comme dans tous les métiers. Je prends des métiers d'avocat, il y en a un certain nombre qui sont dans des situations de précarité. Donc c'est pas ni le diplôme, ni le choix de métier qui va faire qu'on va être totalement protégé de ce qu'on fait. Donc là, plus on se forme, et la seule chose, c'est que plus on se forme et plus on apprend à se former et plus on est ouvert et on peut se réorienter, on peut sauter sur des occasions. Et voilà. Et Anne-Frédérique, tu voulais compléter? Oui, par rapport peut-être à l'inquiétude des parents, se dire que le théâtre, on est un petit peu en avance sur le monde comme il se présente, c'est-à-dire nous, on sait en fait qu'on ne sait pas ce qu'on va faire dans 5 ans, dans 10 ans, et c'est pas grave. On sait ce qu'on doit faire dans 2 jours. Et on donne aux élèves cette conscience du travail très efficace dans la formation et très exigeant. On sait aussi ce qu'on veut laisser au monde. On essaie de faire un geste artistique et on pense que voilà, il va servir pour au-delà de nous. Mais la deuxième temporalité, qui est la temporalité de qu'est-ce que je fais demain, enfin qu'est-ce que je fais dans 3 semaines, comment je construis une carrière, et vous le savez, ce sera vrai pour tous les métiers. Mais nous, c'est intrinsèque à notre art. C'est pour ça qu'on est intermittent. L'intermittence, elle a rapport à cette notion-là du fait que en fait, on ne construit pas une carrière sur 10 ans, on la construit très régulièrement en construisant des opportunités, en rebondissant. Et donc l'idée, c'est que les conservatoires et les écoles sup avec de l'argent public proposent les formations les plus denses possibles qui vont leur permettre d'avoir les outils pour construire la carrière dans le monde de demain qu'on ne connaît pas. Donc vous ne serez jamais rassurés, et tant mieux. Merci. C'est effectivement ça, et c'est aussi une des réponses que je fais, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, on se projette maximum à 10 ans. Donc pour des jeunes, il faut qu'ils pensent à leurs 10 prochaines années, mais pas au-delà, ça sert à rien. Parce que au-delà, eh bien, ils auront encore d'autres opportunités, et donc on y va zen, et on se lance aussi, parce que je pense que par contre, faire ce qu'on a envie de faire, ça reste super plus important que le reste. Et puis peut-être qu'un jour, vous aurez envie de faire autre chose. Tout simplement. Merci beaucoup. Et donc, on vous donne rendez-vous en mars-avril. Date à fixer définitivement, mais pour les écoles supérieures en théâtre. Merci beaucoup, Muriel. Merci Philippe, et merci Anne-Frédérique, et merci Violaine qui était aux questions derrière, qui était rue Cognac-Jet. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir.